Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, député LFI de Seine-Saint-Denis. Voilà l'échange que vous avez eu avec le Premier ministre hier. On a reçu une note dans laquelle on nous explique que certaines dépenses seraient impossibles. Madame la ministre vient d'admettre qu'il n'y a pas de base juridique à cette note. Donc c'est extrêmement grave. Merci, monsieur le député. Ça a été repris par... Merci, monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président Coquerel, est-ce qu'un député de la France Insoumise tout à l'heure a, oui ou non, qualifié cette note de tract? Oui, c'est ma question. Moi je vous la renvoie, Monsieur le Président Coquerel. Est-ce que vous condamnez le propos de votre collègue? Ça, je pense qu'au bout d'un moment, il faut quand même qu'un certain nombre de principes soient défendus ici, à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Je suis en train de dire que c'est un sacré politicien quand même, le Cornu, parce que vous lui posez une question qui le met en difficulté. Parce que dans les couloirs, il a admis, après j'ai demandé une interruption de séance pour le voir, il a admis que j'avais raison. Ah, il vous l'a dit? Ah oui. Il vous l'a dit dans le couloir? Bien sûr, il n'y a pas de base juridique à la note qu'ils ont donnée. Voilà, je vais vous expliquer. Et là, il me renvoie une question sur une intervention qui n'était pas de moi. Donc, il ne répond pas à la question. Tout, moi, je l'ai fait de manière... Au fond, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il a demandé à l'administration, allez-y. Voilà, il y a une note qui a été publiée hier. Nous sommes à quelques heures du vote du budget. C'est voilà, pour ça que ça se tend. En gros, c'est une note de 3 pages de l'administration, très détaillée, qui nous explique que si le PLFSS n'est pas voté... Alors, ça ne va pas être le coup de Mme Borne l'an dernier qui avait expliqué que les cartes vitales arrêteraient de fonctionner, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est quand même les sauterelles qui vont arriver, l'horreur, quoi. Bon, il y a toute une note détaillée avec le côté rigoureux de l'administration. Et dans cette note, à un moment donné, on applique... Alors, excusez-moi, je vais essayer d'être précis, parce que j'admets pour vos auditeurs que c'est difficile à comprendre. Mais prenons on applique... au budget de la sécurité sociale. Il y a deux budgets. Sécurité sociale, État. Sécurité sociale, c'est l'assurance maladie. C'est un budget qui, en réalité, fait en sorte que l'État décide d'objectifs, mais sur, un budget qui, quelque part, n'est pas le sien, parce que c'est quand même celui assis sur le côté assurantiel et solidaire de la sécurité sociale, géré par des partenaires sociaux, etc. Cette note, on l'a ici. Voilà, note, on l'a. C'est cette note, d'ailleurs, elle a été annotée par Sébastien Lecornu. Oui, c'est à propos de cette note qu'il a donc demandé à l'administration pour dire ça va être le chaos, en gros. L'objectif, c'est de dire ça va être le chaos si vous ne votez pas le budget. Voilà. Dans cette note, en gros, on applique au budget de la sécurité sociale des règles qui sont ceux du budget de l'État, ce qui s'appelle la loi spéciale, on en entend un peu plus parler, et qui effectivement là a des règles assez précises. La loi spéciale, c'est quand vous n'avez pas de budget voté, comme il faut un budget avant le 31 décembre, on décide que les sommes qui sont débloquées sont les sommes absolument indispensables à l'État. On estime que c'est débloqué 12e par 12e, etc. Donc des mesures contraignantes, ça c'est vrai. Mais ça n'existe pas pour le PLFSS. Et la note reprend les méthodes appliquée à la loi spéciale sur le PLFSS. Et qui l'a écrite, cette note? C'est une administration, mais certainement à la demande du Premier ministre. Donc on peut supposer... C'est l'analyse que fait l'administration, sauf que moi je me suis juste permis de dire, c'est pas parce que c'est l'administration, que cette analyse est fausse. Et d'ailleurs, ils ont reconnu après au banc, y compris Amine Montchalin, qu'il n'y a pas de base juridique à cette note. Après, on peut discuter politiquement. Qu'est-ce que vous entendez par pas de base juridique? Ça veut dire qu'il n'y a aucun fondement textuel de texte, aucun fondement juridique qui permet de dire, par exemple, que vous allez libérer certaines sommes par 12e. Il a voulu faire peur. Que, par exemple, on va... toutes les dépenses discrétionnaires non strictement nécessaires à la continuité de la vie de la nation seraient refusées. Ça n'existe pas. Il a voulu dramatiser l'enjeu hier parce qu'il y avait un problème dans sa majorité. Visiblement, ça a quand même fonctionné. Ça a marché. Attendez, on va y revenir. Mais je termine juste là-dessus. C'est quand même assez grave parce qu'il se trouve que le projet de loi de finances de la sécurité sociale, l'année dernière, il n'a pas été voté. Au bout de 2 mois, il y en a eu un. Et là, cette fois-ci, il est possible que ça revienne. S'il y a une note de l'administration qui fait jurisprudence et qui définit les règles par rapport au projet de loi de finances de la sécurité sociale qui ne définit que des objectifs de dépenses. C'est-à-dire que les députés ne peuvent pas dire « vous allez dépenser ça, et puis quand vous aurez atteint ça, les malades ne seront plus remboursés, etc. » C'est pas possible, c'est des objectifs. Si on commence à dire dans une note qu'en réalité on va lui appliquer le budget de l'État, vous comprenez bien que sur le fond, sur la philosophie, ça veut dire que le budget de la sécurité sociale devient quelque part sous le contrôle de l'État. Et c'est pas ce qui a été voulu aujourd'hui, ni par la Constitution, ni par Il y avait donc un risque, il y avait un risque jurisprudentiel que vous avez tout de suite identifié et qui fait que vous êtes monté au créneau. Voilà, je suis monté au créneau pour dire au moins, attendez, dites pas n'importe quoi. Arrêtez au moins, admettez au moins que vous êtes en train de nous donner une note pour nous faire peur qui contient des choses inexactes. Mais le stratagème a fonctionné.
Visiblement. Le mien non, le sien. Le sien. Vous avez commencé votre propos en disant que c'est un sacré politique, Sébastien Lecornu. Oui, parce que... Et on a vu au fur et à mesure de la soirée qu'il a obtenu quelques victoires politiques sur la CSG, notamment, qu'il n'a pas gagné, abandon des franchises médicales. Donc il a quand même réussi à avancer par rapport à la situation d'hier. Oui, et quelque chose que je comprends pas bien. En fait, en réalité, le budget de la sécurité sociale, c'est quasiment totalement du réglementaire. C'est-à-dire que même les 7 milliards d'économies qui sont prévues dans l'objectif d'évolution des dépenses maladie, le gouvernement a tout à fait la latitude de décider tout seul ce qu'il peut faire. Non, justement, non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, les budgets votés par l'État aujourd'hui, un budget de ministère, oui. D'accord ? Si le budget est fini, ça s'arrête. Alors, le gouvernement a la possibilité, dans ce cas, de faire un projet de loi de finances rectificatif. Mais sinon, s'il n'y a plus de Mais il est obligé de revenir devant l'Assemblée. Un budget de la Sécu, les gens qui viennent sur les dépenses de santé, qui viennent continuer, par exemple, à se faire soigner, les décisions qui sont prises pour faire face à tel ou tel besoin, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas une règle qui définit que ça s'arrête parce que c'est des objectifs. Donc c'est une différence absolument fondamentale. La menace que donne effectivement Sébastien Lecornu, qui, encore une fois, pour l'instant, semble fonctionner, puisque les soldats de la Macronie sont revenus en quelque sorte dans le rang, et au moment où on se parle, alors que je dirais qu'à la même heure hier, il y avait quasiment 0 chance que ce budget soit voté, au moment où on se parle, disons qu'il y a à peu près une chance sur 2. Mais je pensais qu'il y avait une chance sur 2 même avant. Ça peut passer. Ça change. Voici notamment les menaces que Sébastien Lecornu a exprimées hier. Il a dit que s'il n'y avait pas donc ce vote du budget de la Sécu, il n'y aurait pas de possibilité de création de nouvelles places d'EHPAD, pas d'augmentation du nombre de soignants, pas de rehaussement de l'Ondam hospitalier, c'est-à-dire effectivement de la somme allouée aux hôpitaux, des graves problèmes de trésorerie, l'arrêt du développement d'activités des services de soins palliatifs, de santé mentale, de psychiatrie, des difficultés RH, des salaires non payés. Est-ce que c'est vrai, ça? Eh bien, justement, c'est pas vrai. Donc, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Donc, quand il dit ça, c'est faux. Justement, c'est intéressant, c'est fait. Parce que, alors là, les exemples que vous citez, on sent. Ils sont hyper concrets, en plus. Après, honnêtement, on entend tout ça, on se dit, oulala. C'est des choses qui sont prises en appliquant les règles du budget de l'État. Et les règles du budget de l'État ne s'appliquent pas. C'est surtout que tout ça aurait été prévu, on l'aurait vu. Oui, bien sûr. C'est-à-dire toutes ces hausses de dépenses, toutes ces hausses de moyens pour l'hôpital, etc. C'est vrai que ça fait envie. Bah oui. Franchement, ça fait rêver. Mais c'est pour ça, en fait, que si vous voulez, à chaque fois qu'on vote un Ondam sur l'objectif de santé, sur l'hôpital, si jamais ça dépasse, ça dépasse. Ça dépassera, quoi. Parce qu'on ne dit pas aux gens, justement, tenez, votre carte vitale, elle ne fonctionne plus, là, on ne va plus vous rembourser. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que ce sont des objectifs. Alors après, ça renvoie, en fait, à pourquoi l'État, et ça, c'est un grand débat, et moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je pense qu'il aurait fallu qu'on reste avec un budget de la Sécu qui est géré par les partenaires sociaux. Il aurait fallu qu'on reste, par exemple, au fait que les cotisations vont à ce régime et non pas sont exonérées pour aider les entreprises à hauteur de 80 milliards. Il y a plein de questions de fond derrière. Mais sur le fond, ce budget, pour vous, en l'état, vous le rejetez. Alors, est-ce qu'il y a quand même des bonnes choses, des choses qui trouvent grâce à vos yeux? Alors, revenons maintenant sur le budget. Sur le fond. Bon, j'ai dit problème de principe. Moi. Alors, déjà, une première chose, c'est que ce n'est pas vrai de dire que si ce projet de loi de finances de sécurité sociale n'est pas voté, il n'y en aura pas. C'est un peu ce qu'ils ont affirmé hier. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que l'an dernier, c'est ce qui s'est passé. Le gouvernement Barnier, c'est moi qui fais le discours, je me rappelle, a été censuré sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est tout à fait ça. Il n'y a pas eu de projet de loi de finances de la sécurité sociale. Au 31 décembre, c'est pas obligatoire, donc il n'y en a pas eu. Et puis, il y en a eu un après, par la suite, etc., qui a été pris. Donc, il n'y a rien qui, quand même, politiquement, peut justifier le fait qu'on dise si celui-là, si les solutions qu'on met, parce que c'est ça que nous dit le gouvernement, ne sont pas adoptées, il n'y aura pas de projet de loi de finances de la sécurité sociale. Mais sur un horizon plus long, Éric Coquerel, pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre cette mécanique complexe, on s'entend avec... Alors, s'il fallait que, comme l'an dernier, on n'arrive pas au 31 décembre à s'entendre et on se dise, parfait, on a vu l'an dernier qu'il était possible de trouver une solution plus tard, si ça restait bloqué et que nous devions vivre sans budget pendant de longs mois, est-ce que là, il y a la catastrophe qui ressemble à celle annoncée par le Premier ministre? Ce qui se passerait, ça j'en conviens, c'est-à-dire que le déficit augmenterait sûrement. On va en discuter, donc c'est vrai. Mais ce qui se passerait, c'est que ça continuera à fonctionner. Les recettes supplémentaires qui sont amenées dans ce budget et qui, à mon avis, ne sont pas suffisantes, ne seraient pas adoptées, ça c'est vrai. Il faudrait donc emprunter. Voilà. Mais moi, je ne crois pas à cette version des choses. C'est-à-dire que ce que je crois, c'est que si ce n'est pas adopté,
d'une manière ou d'une autre, il y aura une discussion qui se réouvrira en 2026. Avec plus de pression, peut-être. Mais peut-être aussi avec le fait que, parce que ça, nous, on est en l'opposition. J'ai compris qu'aujourd'hui, la majorité va être pratiquement jusqu'au Parti Socialiste. Mais nous, on a le droit de rester en opposition. Et vous y êtes prêt à dire, s'il faut redébattre en janvier, en février, en mars, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais dans ces cas-là, qu'ils reviennent avec une copie qui admet qu'ils sont minoritaires et qu'ils arrêtent d'essayer de mettre dans leur copie comme ils ont essayé de le faire. C'est pour ça que ça passe pas, y compris sur le budget d'État, des marqueurs macronistes qui n'a pas de majorité à l'Assemblée. Donc ça peut pas fonctionner. Éric Coquerel, le PS, c'est la majorité maintenant. Écoutez, alors là, physiquement, hier, c'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils s'applaudissent mutuellement. Vous avez Jérôme Guedj, j'ai l'impression qu'il est le porte-parole du gouvernement, en train de négocier en direct et de quasiment... C'est le seul qui se fait ici. Il s'adresse au groupe Horizon, quasiment en engueulant le groupe Horizon. Il a eu une réponse de Laurent Marcangeli en leur disant « Mais comment ça, vous ne votez pas pour le gouvernement ?» Marcangeli, le président d'Horizon. Le président d'Horizon. Pardon, excusez-moi, je vais un peu trop vite. C'est assez inouï, en effet, ce qui se passe. Oui, j'ai trouvé ça un peu inouï. Bon, donc, oui, là, pour l'instant, dans la manière d'avancer... on peut dire que... Disons que le Premier ministre a davantage de soutien du Parti socialiste que d'Horizon, dont il est évidemment beaucoup plus proche au départ. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est que là, pour l'instant, si vous voulez, on va voir la partie recette. Alors, il y a des risques qu'elle soit peut-être votée. Bon, mais après, il va y avoir... Ça se passe à 13h aujourd'hui. Avant 13h, je pense. Mais il va y avoir un autre épisode, c'est les dépenses. Parce que pour bien comprendre, par exemple, je vais vous donner un exemple très précis de comment ça se passe. Vous avez eu... la décision de décaler l'âge de la retraite. On pense que ça coûte 2,6 milliards par an, à peu près. Bien. Donc au départ, le gouvernement avait prévu que ça soit sur les retraites complémentaires et les pensions des retraités, qu'on leur prenne de l'argent. Bon, tollé, etc. C'est toujours dans le projet de loi pour l'instant. On verra bien ce qui va se passer. Et donc, il y a eu une espèce d'accord... pour que la suspension soit pour tout le monde, y compris... pour que ça soit sur la CSG patrimoine. Moi, je suis précis parce que c'est ça qui a eu lieu hier. La CSG patrimoine, il y en a une qui a été votée en première lecture à 2,8 milliards. Et là, hier, moi, c'est toujours pour ça que je dis que quand les socialistes commencent à faire des compromis avec l'objectif à tout prix d'y arriver, ils mettent le main et après le bras, et ils acceptent finalement un compromis sur le compromis qui ne veut plus dire grand-chose. Hier, ils se sont entendus pour faire passer une sous-mesure qui ne rapporte qu'1,5 milliard. Bien. Donc, on n'est pas sur le compte. Donc, moi, j'ai posé la question, j'ai dit... Mais l'idée, c'était d'épargner l'épargne des plus modestes. Oui, d'accord, mais sauf que... Enfin bon, il n'y a pas que on peut s'interroger sur les plus-values immobilières. Je vous demande pardon, je ne comprends rien. Bon, je vous explique. On recommence. Vous me demandez où on en est aujourd'hui dans le budget. Je vous dis qu'il y a comme le Parti socialiste avait fait des compromis, mais que maintenant il accepte de revenir sur ces compromis, de faire des compromis du compromis. Au bout d'un moment, si vous voulez, vous avez un moins 10 ans qui s'installe. Et hier, sur la CSG patrimoine, qui avait été votée en première lecture et qui était censée contrebalancer pour le gouvernement, si on lâchait d'un côté, il fallait trouver les sous de l'autre. Aujourd'hui, elle ne rapporte plus, dans la mouture qui a été adoptée hier, après négociation avec le Parti socialiste, le gouvernement et les groupes du SOC, elle ne rapporte plus que la moitié de ce qu'elle voulait rapporter. Bon, et donc moi j'ai posé la question, pour pire, j'ai dit, mais vous allez, dans le reste du budget, sur quoi vous allez La CSG, elle va toucher quoi, du coup, à la fin? Elle va toucher aussi, par exemple, l'assurance vie? Non, l'assurance vie va être... Non, mais l'assurance vie, les livrets d'épargne populaire, c'est ça. Par contre, mais comment vous pouviez défendre cette mesure, d'ailleurs, je comprends pas. Comment vous pouvez accepter... C'est quand même du patrimoine, donc c'est pas... Non, mais c'est du patrimoine, mais les livrets A, c'est... pour autant très riches. Non, mais la mesure était proportionnelle, donc elle prenait pas de la même manière au PEL, etc., ou au livret d'épargne. Alors en plus, les livrets d'épargne A, il y avait de toute façon, étaient exclus de ça. Donc c'est pas le petit épargnant qui était taxé. C'est pas. Mais vous avez raison, c'est pas que les ultra riches. Elle a été votée hier, elle est plus juste en réalité, la mesure. C'est à discuter, ça dépend quel type de... sur les revenus financiers. Ça dépend de quel type de revenus vous avez toujours les revenus patrimoine, ça ne me dérange pas de les taxer. Vous avez rappelé, Éric Coquerel, qu'il y a un an, à la même époque, Michel Barnier avait été censuré, avait sauté sur le budget de la sécurité sociale. Au moment où on se parle, est-ce qu'il est possible que Sébastien Lecornu saute sur le budget de la sécurité sociale? Je pense que c'est toujours possible. Oui. Bien sûr. Et ça se passerait aujourd'hui? Enfin, saute. Ou en tout cas, que le budget ne soit pas voté. Non, ça ne passera pas aujourd'hui. Je pense que ça se passera au moment du vote final, c'est-à-dire mardi prochain, du budget. Pourquoi? Parce que dans les dépenses... Mardi prochain, 15h, c'est dans les dépenses que le gouvernement va quand même essayer de faire passer beaucoup des mesures qui correspondent à ce qu'on a appelé l'année blanche. Par exemple, le gel des pensions de retraite, ou au moins en partie, etc., qui sont des gros irritants pour tout le monde. Donc, il n'est pas sorti de l'auberge. Là, il va essayer de trouver un compromis sur les recettes. Il est possible
vu que le Parti socialiste a l'air d'être prêt à accepter à peu près n'importe quoi qu'il y arrive. Mais après, hier, il y a quand même eu une augmentation du budget des hôpitaux qui a été actée. Il y a eu l'abandon des franchises médicales qui a été acté. Et tout ça, en fait, pour vous, ça ne pèse rien du tout. Et ça ne change absolument pas la donne, on a l'impression. Sur les hôpitaux, il y a eu... En fait, ce qui a été en première lecture, parce qu'on n'y est pas là, c'est dans les dépenses, ça. Bon. En première lecture, ce qui a été décidé, c'est qu'au lieu de faire une baisse de 7 milliards par rapport aux objectifs, on fait une baisse de 6 milliards. Donc, on a baissé la baisse, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une baisse. Deuxièmement, sur les franchises, je vais attendre parce que j'ai vu passer une dépêche comme quoi la porte-parole, Madame Bréjon dit qu'il n'y aura pas de franchise. Hier, le Premier ministre a eu tout un truc un peu on va l'écouter, Maud Bréjon. Vous allez nous dire ce que vous en comprenez, Maud Bréjon, donc porte-parole du gouvernement. Le Premier ministre a été clair, nous ne passerons pas en force et de toute évidence, il n'y a pas de majorité pour augmenter les franchises dans ce budget. Donc la réponse, elle est simple, il n'y aura pas d'augmentation des franchises médicales dans le budget qui est étudié aujourd'hui. Si on renonce à cette mesure-là, encore une fois parce qu'on écoute l'Assemblée nationale, il faudra trouver des mesures d'économie à mettre en face. Alors comme les franchises, ça devait être par décret, et qu'elle vient de dire que ça ne sera pas dans le budget, je pense qu'il y a une deuxième question à poser, c'est est-ce qu'ils ont abandonné l'idée de le faire passer par décret. Plus tard dans l'année. Voilà, parce que hier le Premier ministre, elle dit qu'elle a été claire. Non, j'ai bien entendu, Monsieur Lecornu, tous les mots sont importants. Il a dit peut-être. C'est-à-dire que c'est toujours peut-être. C'est bien ce que je vous disais, Éric Coquerel, tout à l'heure. En fait, il y a plein de mesures qui, si le gouvernement avait les courages de les prendre, il pourrait prendre tout seul, sans... Enfin, le courage. Ça, c'est le courage version Manuel Michel. Je pense que c'est pas tout à fait ce qu'on voit. Le courage par rapport à ce qu'initialement, il aurait souhaité. Oui, sauf qu'il ne peut pas tout passer par décret. Les médicaments, c'est pas obligé de passer par... Non, il ne peut pas tout passer par décret. Oui, mais même, il a un moyen, mais ça, j'ai compris qu'il ne voulait pas le faire. Vous savez, c'est les fameuses ordonnances. Parce que le 12 décembre, si le budget n'est pas voté, théoriquement, il peut décider d'ordonnance qui permet de passer le budget sans vote. Vous ferez quoi aujourd'hui ? Vous votez quoi ? Comment ? Contre. On n'est pas d'accord avec la logique de ce... Parce que, revenons sur, excusez-moi, juste une question sur les déficits, parce que ça a été abordé hier. Bon. Il faut savoir que dans les déficits de la sécurité sociale, par exemple, vous avez ce qu'on appelle des charges indues de l'État. C'est pas qu'un peu. Par exemple, prenons la CADES, c'est la caisse d'amortissement de la sécurité sociale dans laquelle on met la dette, d'accord ? Et il se trouve que les 3/4 de cette dette, figurez-vous, viennent de la dette Covid. C'est-à-dire que l'État a pris des décisions au moment du Covid, par exemple, de faire le chômage partiel de manière globale, et au lieu de dire c'est à ma charge, c'est moi qui prends ces décisions, il l'a mis à la charge de la Sécu. Voilà. Le bilan de ça, c'est que, en plus, c'est une fort mauvaise affaire parce que je rentre un tout petit peu dans les détails, mais il se trouve que la dette de la sécurité sociale, contrairement à la dette de l'État, ne peut pas rouler. Vous êtes obligé chaque année, en réalité, de rembourser le stock. Et donc, au lieu de coûter 1 milliard à l'État, si c'était la dette de l'État, ça lui coûte 10 milliards. Et donc, par exemple, ça, c'est une charge indue. Je vous en donne une deuxième, très rapidement. Allez-y. Il y a 80 milliards d'exonération des cotisations. Bien. Il y en a plus de 5 qui ne sont pas compensés par l'État. D'accord ? Donc, c'est 5 milliards en plus. Et enfin, l'État a décidé des primes Ségur. C'est parfait, c'est légitime. Mais c'est lui qui a pris ces décisions. Pour mieux les soignants. Ça coûte 10 milliards, il l'impute à la sécurité sociale. Vous faites l'addition, rien de ce que je viens de vous dire, entre la CADES, entre ces primes Ségur et les 5, vous avez quasiment le déficit. L'État a refilé le bébé. Je voudrais, Neila et Jérémy, vous poser la question. Vous avez fait les calculs, j'imagine, on les fait quasiment heure par heure. Qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui passe pas ? Hier, effectivement, le Premier ministre a énormément dramatisé, donnant presque le sentiment que le pays était au bord du gouffre et que si le budget n'était pas voté, semble-t-il, certains se sont ressaisis. On en est où ? Qu'est-ce qui passe pas ? Et est-ce que c'est crucial, pas crucial ? Après, il y a des choses qui ont évolué hier soir. Donc, il y a encore quelques points d'interrogation. Ils ont travaillé jusqu'à minuit. Quels vont être le vote, notamment des partis charnières, Horizon. Est-ce que c'est suffisant ? Pas suffisant ? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à voter contre ? Tous voteront contre ou s'abstiendront. Donc là, il y a une interrogation. Horizon qui avait dit on ne le vote pas en l'état. En l'état. Ça veut dire que éventuellement, s'il a bougé, bon. Peut-être que ça a pu bouger. Est-ce que ça va assez loin pour Édouard Philippe, qui est lui dans une autre bataille, qui est celle de la présidentielle ? On verra ça tout à l'heure. Pareil au niveau des écologistes. Est-ce qu'ils vont s'abstenir ou pas ? Quelle est la position des LR ? Précisément, on ne sait pas encore si ce qui a été voté hier, ce qui est passé hier, est suffisant pour faire passer ce budget. Il y a encore quelques points d'interrogation pour la partie du PLFSS, recette du PLFSS, qui est sans doute un peu le juge de paix et qui donnera la couleur du vote de mardi. Donc en fait, c'est l'indicateur. Le vrai moment crucial, c'est mardi. Ah non, c'est aujourd'hui. Non, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Si ça parce passe que si c'est rejeté, il n'y a pas de vote mardi. Mais ça peut passer aujourd'hui et ne pas passer mardi. Ça peut aussi dans ce sens-là. Et l'on voit ce qui va jouer aussi énormément, c'est les déclarations des uns et des autres
jusqu'à la mi-journée, puisque le vote est a priori à la mi-journée tout à l'heure. On a vu que, en dépit du vote d'hier, il y a eu encore des annonces de la porte-parole du gouvernement qui, ce matin, espérait aller plus loin encore. Donc il va y avoir comme cela jusqu'à mardi, un chapelet en quelque sorte de promesses, de négociations. On sait qu'hier, Sébastien Lecornu a passé une bonne partie de la journée à l'Assemblée. Non, mais c'est qu'on nous dit c'est l'Assemblée qui décide et tout se passe dans les couloirs. On a eu des interruptions, on a eu des... Alors pourquoi à la fois l'Assemblée n'a jamais eu autant de pouvoir sur le budget. Non, la preuve que c'est pas. D'habitude, c'est quand même le gouvernement qui arrive avec sa copie. On vous demandait d'amender plus ou moins et puis allez hop, roule. Oui, sauf que là, le sujet, c'est qu'il est vraiment. Sauf que, excusez-moi, mais le vrai pouvoir, par exemple, je vous donne un exemple, à moi, c'est que l'Assemblée vote une fois qu'on a les textes. Bon, le fait de demander des interruptions, 1 heure, on part, on va faire des discussions et on va essayer de s'entendre avec les uns et les autres, etc., pour revenir. Enfin, mais c'est un peu aussi la logique de la joute parlementaire que de choisir de se mettre en retrait pour aller négocier, s'assurer qu'il y ait peut-être une base solide pour avancer. Pas de la manière dont ça se passe. Moi, je suis pas d'accord avec des négociations dans les couloirs. Une fois que c'est à l'Assemblée. C'est pour ça qu'il y a des interruptions de séance. Moi, je comprenais pas hier pourquoi il y avait autant d'interruptions de séance. C'est uniquement pour ça, c'est pour pouvoir aller papoter dans les couloirs. Mais bien sûr. On a eu, je sais pas combien d'interruptions de séance. Donc, à un moment donné, c'est normal qu'on vote. Mais bon, je trouve que la manière de faire, c'est finalement faussement donner la main à l'Assemblée. Vous avez dit il y a quelques instants, oui, le gouvernement Lecornu peut chuter. En tout cas, le budget peut ne pas être voté. Ça veut dire que vous excluez à ce stade de précipiter sa chute en déposant une motion de censure, ou c'est dans votre esprit tout de même, nous, on avait dit, à un moment de solliciter ce vote de l'Assemblée? On avait dit très clairement que si on pensait qu'ils allaient tenter les ordonnances, c'est-à-dire la manière la plus antidémocratique de faire passer le budget, mais qu'ils ont à leurs mains. Là, on déposerait une motion de censure avant. A priori, ils ne veulent pas déposer d'ordonnance. Donc pour l'instant, pas de censure des Insoumis? Non, je crois que je les crois parce que, figurez-vous, je crois qu'ils redoutent quand même d'être censurés. Et ils ont compris que si jamais ils passaient ordonnance, ils sont censurés sur... Donc a priori, pas de motion de censure déposée par votre groupe? Alors, pour l'instant, non. Mais bien évidemment, nous, là, on va avancer sur le budget. On va d'abord essayer de battre le budget, c'est la logique. Si le gouvernement tente un 49-3, parce que je reste... Ils ont beau dire qu'ils ne le feront pas, il y a un moment donné où je reste dubitatif. Alors, s'ils ont l'assurance... J'avoue, moi-même, j'ai reçu quand même hier la porte-parole du gouvernement. Je lui ai posé la question 3 fois. 3 fois, elle a dit « nous n'utiliserons pas, nous n'utiliserons pas, nous n'utiliserons pas ». Franchement, si après ça... ils le sortent quand même. Enfin, moi, j'avais un doute. Depuis cette semaine, j'en ai moins, parce qu'il l'affirme quand même précisément. Vous me laisserez encore avoir un doute pour la bonne raison, c'est que quand vous avez un groupe socialiste qui de plus... Alors, François Hollande, c'était clair. Boris Vallaud, il dit... François Hollande, c'était à mon micro la semaine dernière, il a dit qu'en fait, le 49-3, ce serait une erreur de s'en passer. Voilà. Donc lui, il dit ça. Boris Vallaud dit lundi à un autre micro... Bon, qu'importe la méthode, le tout. Si c'est un autre micro, ça compte pas, Éric Coquerel. Vous saviez pas? J'ai dit un autre micro, je suis j'aurais pu dire qui. Donc, mais je me demande s'il n'y avait pas le vôtre qui circulait. Qui circulait sans doute. Donc, il explique que qu'importe la méthode, le principal, c'est le contenu. Je trouve quand même qu'il y a un moment donné, j'ai l'impression que si le gouvernement se retrouve, on va avoir l'impression que hier, vous avez Gérard Larcher qui dit encore lui demandent d'y aller. J'attends de voir qu'ils ne le fassent pas. Mais les Français, peut-être que les Français aussi. Essayons de se projeter un peu. Mais je ne le souhaite pas. Et de sortir un peu de ce psychodrame. C'est-à-dire que, admettons qu'on arrive à avoir un budget pour 2026. Au final, ce sera un budget fait par une assemblée dans laquelle il n'y a pas de majorité, qui finalement aboutit toujours à ce qu'il y ait moins de baisse de dépenses que prévu, plus de hausse d'impôts que prévu. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce budget qui fait vraiment avancer les problèmes des Français? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a comme investissement vraiment d'avenir? Il n'y en a pas. Voilà. Alors là, je suis très content de votre... Non, mais je suis très content de votre question, parce que on s'oppose pas uniquement pour s'opposer. On s'oppose parce que le budget qui nous est proposé ne répond en rien aux problèmes majeurs de ce pays, qui sont doubles. Un, comment on fait en sorte de ne pas couper le feu du pouvoir d'achat qui est celui de la consommation intérieure, qui pour moitié du PIB est ce sur quoi répond l'économie française. Ce budget ne répond pas parce qu'en baissant les dépenses publiques, figurez-vous, vous jouez, et ça tout le monde est d'accord, vous jouez sur le pouvoir d'achat. Mais le deuxième chose, peut-être le plus fondamental, c'est que les Allemands vont mettre 60 milliards d'investissements sur leur industrie dans leur budget, et que nous... Peut-être. Pour autant, il va y avoir 6 milliards sur l'armée, ce qui me pose un autre problème par ailleurs. Il n'y a quasiment rien sur la transition écologique. Donc c'est un budget qui ne répond pas à la réindustrialisation nécessaire, à la souveraineté industrielle, aux relances du pouvoir d'achat, etc. Donc c'est un mauvais budget. C'est la raison pour laquelle je voudrais que vous écoutiez. Mais je réponds. Oui, tout à fait. Ah non, mais
Mais évidemment. Évidemment, la question est excellente. C'est notre Manu Le Chip. Je voudrais que vous écoutiez les propos de Linda Kebab ce matin. Elle revient sur un truc quand même complètement fou, qui est un logiciel commandé par l'État, qui a coûté un fric de fou et qui n'a jamais marché. Écoutez. C'est un logiciel qui est censé être notre logiciel de procédure. Mais qui n'a jamais marché. Qui n'a jamais fonctionné. En fait, le paradigme initial, ça a été d'en faire un outil statistique plutôt que d'un outil d'enquête. Ils ont mis des années à comprendre qu'il fallait d'abord en faire un outil pour l'enquête plutôt qu'un outil statistique. En plus de ça, vous avez un comité de pilotage qui devait se réunir tous les mois, qui s'est réuni 5 fois en 5 ans. Juste que ceux qui nous entendent, qui nous regardent, comprennent que à l'heure du débat sur l'acceptation fiscale des Français, on a jeté 1/4 milliard d'euros. Avec, je vous le dis très sincèrement, 0 sanction à l'issue. Qu'est-ce qui fait qu'on a 1/4 milliard d'euros pour la conception d'un logiciel qui n'existe pas, 10 ans plus tard, qui ont été jetés par la fenêtre? Et elle raconte que notamment une partie de ces millions ont été au cabinet de conseil Capgemini, qui a fait partie de ceux qui devaient accompagner le lancement en grande pompe de ce truc, qui non seulement ne marche pas, mais qui a fait perdre un temps fou aux policiers de ce pays qui se sont retrouvés à devoir tenter de faire rentrer des choses dans des cases qui ne marchaient pas. C'est le symptôme d'un truc délirant. C'est le symptôme en fait de gabegies qui ne sont pas que franco-françaises. Si la comparaison peut rassurer, sinon consoler. Ou désolé. Je vous dirais qu'outre-Atlantique, au Québec, on a simplement voulu faire en sorte qu'on puisse renouveler son permis de conduire en ligne. Alors il y a eu toute une opération pour développer le logiciel optimal. Ça devait coûter 500 millions. Ça a coûté plus d'1 milliard et ça ne fonctionne pas. Bon, donc, je ne suis pas sûr que ça me rassure. Non, mais je vous dis que ce n'est pas un monopole. La gabegie n'est pas qu'un monopole français. Je ne suis pas souvent d'accord avec Linda Kebab, mais là, je suis d'accord avec elle. Bah oui, elle a raison. Donc, vous n'avez pas la passion des flics, il faut dire. Vous marquez une chose de ce qu'elle dit, ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle d'un logiciel et par qui il a été fait. Il a été fait par une structure externe qui n'est pas l'État ou un opérateur de l'État. Donc la question, elle s'interroge aussi là-dessus, parce que je vous rappelle que tous les agents de conseil, les cabinets de conseil qu'avait fait Flores, qui continue d'ailleurs à le faire, on s'est aperçu que souvent, c'était de l'argent qui partait par les fenêtres. Et que ça montre que... Non. Si, je le dis. Là. Non, mais d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, mais ça mais moi, j'observe que très souvent, l'État ou ses opérateurs et ses agents sont meilleurs gestionnaires que des cabinets de conseil à qui on dilapide de l'argent pour des raisons que je ne sais pas très bien d'ailleurs, etc. Non, mais d'abord, faire appel à des cabinets de conseil, on sait très bien que dans n'importe quelle boîte, c'est parce que vous ne pouvez pas entretenir en interne, en permanence, une force de travail et des compétences qui ne sont utilisées que très peu de temps. On pourrait les avoir, franchement. Non. Alors là, moi, ça, je ne suis pas la deuxième chose. La deuxième chose. C'est quand même qu'on a des fonctionnaires inouïs, on a des concours de dingue avec des étudiants qui passent des concours et tout ça, et ensuite on va aller chercher des gars dans des cabinets de conseil pour faire... Regardez au moment du Covid, dans l'interne. Non, il y avait personne. Mais ça, c'est exactement... Attendez, c'est exactement comme les gens qui se plaignent que parce qu'il y a 3 jours de neige à Roissy, il n'y ait pas des dizaines de déneigeuses qui sont entretenues, et après, ça se plaint de payer trop d'impôts. On a dans les viviers de l'État... Attendez, j'ai pas fini. Ah, mais si, mais moi non plus, j'ai pas fini. L'autre point, c'est que vous avez remarqué que quand même, toutes ces entreprises qui gagnent beaucoup d'argent, quand elles bossent pour les entreprises privées, ça marche bien. Et la réalité, c'est que le seul organisme qui résiste par la complexité délirante, même aux performances de l'intelligence artificielle et tout ça, c'est l'État. C'est tellement compliqué qu'on n'y arrive pas. Regardez, il y avait eu ça au ministère de la Défense. Non, mais on a des forces vives. Les délires administratifs résistent eux-mêmes aux intelligences artificielles les plus sophistiquées. Pour justement comprendre ce que vous dites. Il y a quelques années, quand à la DGFiP, à Bercy, ils ont décidé de passer sur une partie des contrôles de manière via l'intelligence artificielle. Il y avait deux versions possibles pour eux. Soit ils formaient leur personnel à ça, d'accord ? Soit ils faisaient appel à une structure extérieure. Ils ont choisi la deuxième solution et ils n'ont pas formé leur personnel, ils ont même réduit les effectifs parce que souvent c'est en lien. Le bilan, c'est que ce que vous expliquent les syndicalistes, c'est qu'ils utilisent des logiciels qui sont faits par des structures privées et ils ne connaissent même pas les algorithmes. Et ben, je ne crois pas que ça soit efficace et je ne crois pas que ça permette à l'État de contrôler. Merci Éric Coquerel d'avoir tenté de nous éclairer à donc quelques heures d'un vote crucial. Ce sera à la mi-journée tout à l'heure. Éric Coquerel, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. On va dans un instant faire le point sur la